Choisir le bon violon peut être délicat. Où trouver la perle rare et sur quels critères se baser pour choisir? Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes facettes de cette étape importante dans la vie d'un violoniste. Le choix de son instrument. Il faut se sentir à l'aise avec l'instrument. Donc vous voyez, il y a le côté physique avec le violon et il y a le côté, bien sûr, auditif, où là, la personne a son mot à dire, évidemment. Et nous sommes là pour guider la personne, mais ce n'est pas nous qui allons décider à sa place. Même si le violon ne fait pas le violoniste, un bon instrument offre davantage de possibilités sonores. Il est très vite frustrant de jouer sur un instrument médiocre. Le violon est déjà un instrument complexe, donc inutile de se complexifier encore davantage la tâche. Alors c'est très bien de comprendre qu'il faut un bon violon. Mais comment choisir? Si vous débutez, je recommande de louer plutôt que d'acheter pour être sûr que vous aimiez avant de vous engager. La Perman nous montre qu'il est clairement prêt à acheter son premier violon. Pour louer, vous pouvez directement le faire sur internet ou en magasin. Si vous voulez des recommandations pour louer, envoyez-moi un email. Mon email se trouve dans la description et je vous donnerai quelques recommandations selon vos besoins et votre budget. Je n'ai jamais acheté un violon sur internet car il est important de pouvoir essayer avant de se décider. Louer sur internet est une bonne option car ce n'est que temporaire, on ne s'engage pas sur le long terme. Mais pour acheter, s'il existe une formule pour se faire livrer et renvoyer le violon s'il ne convient pas, ce serait formidable. Mais je ne sais pas si c'est possible. Dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez un site qui propose ce genre de service. Avant d'acheter, je conseille d'essayer l'instrument dans différentes acoustiques et pas seulement au magasin. Demandez à votre luthier si vous pouvez emprunter l'instrument quelques jours, c'est rare qu'il refuse. J'avais essayé un violon chez un luthier et il sonnait vraiment très bien. Et quand je l'ai essayé dans une grande salle, d'un coup, le son manquait de projection. Et d'ailleurs, si je me suis filmé, c'est pour avoir une vue extérieure, plus impartiale pour choisir. Mais concrètement, quels sont les paramètres à prendre en compte pour choisir un violon? Tout d'abord, le son du violon, qui est le plus important. Qu'il a un registre grave, bien profond mais pas granuleux, et un registre aigu, bien lumineux mais pas strident. Donc là on a vraiment tout le spectre, pour vérifier bien que les 4 cordes soient égales, parce que le registre grave est tout aussi déterminant que le registre aigu. J'avais un violon français de 1787, qui avait un très joli timbre, mais une corde sol trop nasillarde. C'est bien que j'ai dû le revendre, car malgré ses très belles couleurs sonores, il avait un spectre trop étroit. Le deuxième paramètre déterminant pour choisir un violon, et assez souvent négligé, c'est le poids du violon. Sans confort, on sera moins performant. Un violon trop lourd sera vite fatigant à porter. Et ça, on ne se rendra compte que sur la durée. D'où l'intérêt d'essayer l'instrument suffisamment longtemps, donc de l'emprunter. Parce que c'est pas en quelques minutes chez le luthier qu'on se rendra compte de ce genre de choses. Après, on peut aussi le peser, mais c'est un tout. C'est la facilité de jouer, le confort, l'épaisseur du manche, toutes ces choses qui rentrent en compte. Un peu comme si on fait un marathon avec des chaussures trop lourdes. J'avais essayé un violon italien du XVIIIe siècle, magnifique, avec une très belle sonorité et si léger qu'on avait l'impression qu'il était en plastique. Et le bois était extrêmement fin, un peu au-dessus de mon budget, mais clairement c'est le genre de violon assez inoubliable, parce qu'il a vraiment toutes les qualités, et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à l'oublier, un peu comme un premier amour. Je me demande bien ce qu'il est devenu d'ailleurs. Troisième paramètre à prendre en compte, c'est la taille. C'est rare que la taille varie trop pour un violon, mais ça arrive. J'avais essayé un violon qui était particulièrement grand, bon, pas aussi grand que ça, mais un bon centimètre de plus que la moyenne. Ce qui faisait que mon bras était un petit peu plus en avant. Évidemment, il était également plus lourd. Et je pense que si je l'avais acheté, ça m'aurait causé pas mal de problèmes au niveau du bras gauche. Même s'il avait un son très profond et très pur et très puissant, je pense que ça aurait été une erreur de l'acheter. Le quatrième paramètre, c'est l'aspect. Même s'il vaut mieux un violon qui sonne bien qu'un violon qui soit beau, on peut avoir les deux. Et même si la beauté est secondaire par rapport aux qualités sonores, il est plus agréable de jouer sur un violon aux formes et aux couleurs attirantes. Mais attention, c'est nos oreilles qui choisissent et non nos yeux. Un beau violon ne sonnera pas forcément bien et on se laisse facilement influencer par la beauté.
sans prendre le temps de creuser et de voir ce qu'il y a derrière cette façade flatteuse. Le cinquième paramètre, c'est la facilité de jeu. Certains violons sont vraiment difficiles à jouer. La facture de l'instrument est parfois faite de telle façon qu'il est difficile de le faire sonner. Trop d'épaisseur de bois, un corps trop bombé, un vernis trop épais, bref, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et qui rendent le violon difficile à apprivoiser. Le plus important, c'est d'avoir un coup de foudre quand on essaye. C'est les premières notes qui sont déterminantes. Et penser qu'on va se faire à l'instrument est risqué. Il faut que l'instrument soit agréable à jouer tout de suite. Et le sixième paramètre, bien sûr, notre budget, car il y en a pour tous les prix. Je déconseille d'acheter un violon trop bon marché, en dessous de 200 €, car vous risquez fort de vous retrouver avec un instrument injouable avec lequel vous stagnerez. Maintenant, le prix ne définit pas toujours la qualité. On peut trouver des instruments très intéressants à quelques centaines d'euros et des instruments pas terribles à plusieurs milliers d'euros. Tout comme il est important de ne pas se laisser influencer par la beauté, il est essentiel de ne pas se laisser influencer par le prix. Il a été vendu pour plus de 13 millions d'euros. On se laisse facilement manipuler par un prix très élevé, et le mieux reste d'essayer sans connaître le prix. Quand vous jouez du violon en amateur ou en professionnel, il est important que vous ayez un instrument qui vous convienne pour que cela reste un plaisir. Et même si un instrument de qualité ne fera pas tout, il restera un allié sur la durée, car tout musicien sérieux vise le long terme. Un bon instrument reste un bel investissement, qui en plus peut être revendu en faisant une plus-value. Mais je me rends compte que je n'ai pas parlé d'une chose sur laquelle on m'interroge souvent, le choix des cordes. Dans cette vidéo, nous allons parler du choix des cordes, car elles jouent un rôle important pour que le violon exprime son plein potentiel. Le choix des cordes dépend en grande partie de notre violon, de notre archet et de notre technique. Et quand on change de violon, on garde rarement les mêmes marques de cordes. Et c'est normal. Qu'on achète ou qu'on loue, il faut s'assurer que les cordes soient adaptées à notre jeu. Sinon, il ne faut pas hésiter à les changer, même si elles sont neuves. Un bon jeu de cordes, c'est-à-dire les 4 cordes, coûte au minimum 30 €. Personnellement, je dépense environ 80 € pour mon jeu de cordes que je change en moyenne 2 fois par an. Donc c'est un budget, mais c'est important parce que de mauvaises cordes empêchent le violon de sonner librement. De même que si l'instrument est mal réglé ou décollé. Mais quelle corde choisir et sur quels critères se baser? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une marque unique pour les 4 cordes. Beaucoup de violonistes mixent les marques, et moi-même pendant des années j'ai joué avec 3 marques différentes pour mes 4 cordes. J'avais une corde mie en boyau, oui, en boyau de mouton. C'est très différent comme sonorité car c'est en intestin de mouton au lieu d'être en métal. Et donc ça a un son moins métallique, mais également moins stable, car plus sensible à la température et à l'hygrométrie. Et j'ai fini par remplacer ma corde en boyau par une corde en métal, car la corde en boyau se désaccorde plus vite. Et même après plusieurs semaines d'utilisation, j'étais encore obligé de me réaccorder entre chaque mouvement pendant les concerts. C'est mon expérience personnelle, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, en tout cas j'étais assez mal à l'aise avec cette instabilité. Pour choisir, le mieux reste d'essayer. Alors oui, c'est un budget, je ne vous dis pas d'acheter plusieurs jeux de cordes pour tester, mais demandez conseil à votre luthier. Il connaît sûrement bien le son de votre violon et pourra vous suggérer différentes marques. Certaines cordes donnent une sonorité très ronde, d'autres une sonorité plus directe. Certaines cordes ont un son très lumineux, d'autres donnent une sonorité plus sombre. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour la corde mi, j'ai très longtemps joué la Hill, que j'ai trouvée assez lumineuse sans être criarde. Mais depuis 2 ans, je joue avec une corde mi Pirastro Perpetual, qui correspond mieux à mes goûts, qui évoluent. Un musicien est en perpétuelle évolution et ses goûts évoluent avec. Pendant 10 ans, j'ai joué sans coussin, et depuis que j'ai découvert ce coussin-là, je joue avec coussin. J'en ai même profité pour changer la mentonnière pour une plus haute. En général, quand on change une chose, on a tendance à changer tout le reste. J'ai même changé de petite copine. Non, je plaisante. Et qu'on change de marque de corde ou non, des cordes trop anciennes nuisent à la qualité sonore du violon et risquent en plus de casser. Mais comment savoir si une corde est trop ancienne? Il y a 2 scénarios possibles. Soit la corde casse d'elle-même parce qu'elle est trop ancienne ou défectueuse, ça arrive et c'est encore plus délicat si on ne joue pas avec orchestre et que personne ne peut nous prêter un violon de rechange. J'ai vu un concert en Quatuor où la violoncelliste avait cassé sa corde et avait dû quitter la scène pour la changer. C'est toujours gênant pour les autres musiciens qui attendent patiemment son retour. Surtout qu'une fois revenu et une fois qu'ils ont recommencé à jouer, elle a cassé une 2e corde.
La seule fois où j'ai cassé une corde en plein concert, je venais juste de changer mes 4 cordes une semaine avant. La corde elle était juste défectueuse, je l'ai donc ramenée au magasin, ils me l'ont changée gratuitement. D'où l'intérêt de bien demander une facture. Le deuxième scénario, moins dramatique et plus fréquent, c'est lorsque le son devient nasillard et creux, ce qui nous indique qu'il est temps de changer de corde. Je ne peux pas vous donner la durée de vie moyenne d'une corde car cela dépend beaucoup de votre fréquence de jeu et de la façon dont vous jouez. Si vous appuyez beaucoup sur les cordes avec l'archet et jouez plusieurs heures par jour, clairement il faudra changer les cordes plus souvent que si vous jouez avec un archet plus léger. Et bien sûr, cela dépend énormément de notre répertoire. Il n'y a donc pas de durée de vie prédéfinie pour une corde. Certaines cordes sont plus robustes et également plus chères que d'autres, et je ne considère pas que le prix soit un garant de longévité. Par contre, si vous voulez optimiser la durée de vie de vos cordes, pensez à les nettoyer après chaque utilisation. Car la colophane qui s'accumule finit par créer une couche solide qui abîme les cordes. Personnellement, je change toujours mes 4 cordes en même temps, sauf si l'une d'entre elles casse car elle est défectueuse. Une corde neuve n'est pas encore détendue, cela lui prend environ une semaine de se détendre. Donc elle exerce une pression plus forte sur le chevalet. Donc si on mixe les cordes neuves, donc tendues, et les cordes anciennes détendues, on altère beaucoup l'équilibre du chevalet, en exerçant des pressions trop différentes. La corde mi et la corde sol n'exercent pas la même pression sur le chevalet, mais il est conçu pour, par contre, de varier les différentes cordes entre neuves et anciennes. Là ça altère bien l'équilibre, donc c'est pas recommandé. Et d'ailleurs, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est déjà assez long, mais pour le changement de corde, je vous conseille de changer les 4 cordes. Quand vous changez les 4 cordes, je vous conseille de changer une à la fois. Vous enlevez une ancienne, vous mettez une nouvelle. Vous changez l'autre ancienne, vous la remplacez immédiatement. Parce que sinon, il y a les 4 anciennes avant de mettre les 4 neuves. Finalement, dans le moment de transition, il n'y a plus de cordes pour tenir le chevalet et l'âme. Et donc, tout risque de tomber, ou en tout cas de se dérégler. Quelle que soit la qualité de l'instrument, des cordes adaptées feront une belle différence. Les cordes roulent sous l'écran et font vibrer le chevalet, qui lui-même fait vibrer la table, qui fait vibrer l'âme, la petite pièce cylindrique à l'intérieur du violon, qui fait vibrer le dos du violon, qui renvoie les vibrations à travers les ouïes. À l'intérieur, ça crée le son à l'intérieur du violon qui est vide. Ça renvoie le son à travers les ouïes qui viennent dans le monde physique et qui viennent jusqu'à nos oreilles. Donc c'est vraiment un sacré enchaînement. Et les cordes font partie de ce cycle. En vous disant cela, je me rends compte que j'ai parlé du choix du violon dans ma précédente vidéo, du choix des cordes dans cette vidéo, mais qu'il manque l'outil indispensable pour faire vibrer le violon. Le choix de l'archet. Cette troisième partie fait suite aux 2 premières, où nous parlions du choix du violon et du choix des cordes. Dans cette troisième partie, nous allons parler du choix de l'archet, car c'est par lui que tout commence. 56 grammes 5, bon état général, léger fel à l'écaille, petite gerce sur le devant de la mortaise, signé Dominique P4, 1845, cet archet est mis à prix 40 000 €. L'archet est le partenaire indissociable du violon. Sans lui, rien ne vibre, rien ne prend vie. L'archet reste souvent dans l'ombre du violon et du violoniste. Les biographies stipulent souvent sur quel violon le violoniste joue, mais rarement avec quel archet, qui reste pourtant l'un des éléments les plus importants, peut-être même plus important que le violon lui-même. Car c'est vraiment un trio, violon, archet et violoniste, et un archet médiocre nuira grandement à la performance d'un violoniste même excellent avec un excellent violon. Le choix de l'archet est bien plus déterminant qu'on l'imagine dans cette délicate alchimie. Mais sur quels critères se baser pour choisir un archet ? Bien sûr, le critère le plus important de tous, c'est la sonorité, car chaque archet a un son unique, dès l'instant qu'il est en bois. Les meilleurs archets sont en bois de Pernambouc, une région du Brésil. Ces arbres sont devenus de plus en plus rares et maintenant protégés, ce qui contribue à l'augmentation du prix des archets. Le Pernambouc reste le bois préféré des archetiers qui ont essayé d'autres essences au cours des siècles, comme le bois d'abeille ou l'amourette, mais le Pernambouc reste le bois idéal pour l'archet parce qu'il est le plus souple et le plus dense de tous les bois, qui reste une matière vivante. Et justement, si l'on serre l'archet dans notre main, on empêche le bois de vibrer et de résonner librement.
Et dans ce cas, tous les archers sonnent pareil. Donc pour que l'archer nous révèle ses saveurs, il faut le laisser respirer. Il faut le laisser vibrer, le laisser résonner. Et à la fin de cette vidéo, je vous montrerai la différence de son entre 3 archers, un en pernambouc, un en bois d'abeille et un en amourette. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est la souplesse. J'avais essayé un archer qui était vraiment trop souple pour moi, trop mou, mais qui correspondait parfaitement à l'un de mes collègues. Personnellement, je préfère les archers plus nerveux. C'est quelque chose de vraiment très personnel, c'est un peu comme un stylo plume. C'est à chacun de trouver, selon sa main, ce qui correspond le mieux. Selon notre technique, un archer plus mou ou plus nerveux sera mieux adapté. Et bien sûr, la plupart des violonistes professionnels ont plusieurs archers, car chaque archer a ses qualités et ses défauts, et correspond mieux à certains répertoires. Le troisième paramètre à prendre en compte, c'est l'équilibre. Un archer pèse en moyenne 60 grammes. J'avais ici un archer ancien qui pesait 55 grammes, et qui était vraiment très agréable à manier, parce qu'il avait un très bon équilibre. Car au final, on se fiche pas mal du poids. Tout ce qui compte, c'est l'équilibre. Un archer lourd mais bien équilibré entre la pointe et le talon semblera léger à manier. Alors qu'un archer léger mais mal équilibré paraîtra lourd. Certains archers sont particulièrement lourds à la pointe, et c'est le cas de celui-ci. Et personnellement, je préfère, parce que je trouve que ça équilibre mieux entre la pointe et le talon. Le talon étant déjà beaucoup plus lourd avec toute la garniture. Personnellement, je préfère que le point d'équilibre soit placé le plus haut possible. Ça permet pour moi de mieux équilibrer la pointe avec le talon. De toute façon, le talon restera toujours beaucoup plus lourd que la pointe. Un archer au format arrondi sera moins sensible au choc qu'un archer aux formes angulaires. Car oui, même si on fait très attention, il arrive qu'on cogne notre archer quelque part, sur un pupitre ou ailleurs, voire qu'on le fasse tomber. Ça arrive malheureusement. Les angles saillants résistent moins au choc. Une forme arrondie est toujours plus résistante. Et personnellement, je trouve les archers arrondis plus attirants. Le cinquième paramètre à prendre en compte, c'est l'aspect. Un beau violon ne sonnera pas forcément bien, mais un bel archer sonne rarement mal. Personnellement, j'ai jamais essayé d'un bel archer qui sonne mal. Et quand je parle de bel archer, je ne parle pas d'une garniture flamboyante, mais du bois, avec un relief visuel profond, comme s'il était transparent. Le bois est déterminant. Un beau bois sonnera bien, même s'il a été taillé de façon assez brute. Et bien sûr, notre budget, car il y en a pour tous les prix, allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros. 95 000 €, record du monde pour un archer de cette catégorie. Comme pour les violons, le prix n'est pas garant de qualité. Personnellement, je préfère les basins qui coûtent en général moins de 5 000 € par rapport aux sartories qui dépassent souvent les 20 000. C'est une question de cote et de rareté. Un archer même raté provenant d'un archetier très coté restera onéreux. Un archer exceptionnel d'un archetier peu connu restera accessible. Le prix se base sur l'auteur, la date de création et la condition de l'archer, et non sur tout le reste qui, nous, violonistes, nous importe davantage. Cela peut sembler absurde, c'est tellement subjectif qu'il faut bien se baser sur des critères tangibles pour donner un prix à une œuvre d'art qui par nature est inestimable, étant unique au monde. Tout comme les cordes de violon sont importantes pour qu'il exprime son plein potentiel, la mèche de l'archer est déterminante pour qu'il nous révèle ses saveurs. Mais comment savoir quand changer la mèche ? La mèche est en crin de chevaux. Comme pour les cordes, il y a 2 scénarios possibles. Soit la mèche lâche car elle a été mal installée, c'est assez rare, et personnellement ça ne m'est jamais arrivé, mais contrairement aux cordes, jamais une mèche lâchera parce qu'elle est trop ancienne. Au pire, quelques crins individuels se détacheront, mais jamais toute la mèche d'un coup. Donc la mèche ne peut lâcher que si elle a été mal installée par l'archetier. Si la mèche n'a pas lâché la première semaine après l'installation, il y a peu de chances qu'elle lâche par la suite. Le deuxième scénario moins dramatique et plus fréquent, c'est lorsque les crins accrochent moins bien les cordes et que le son du violon devient terne, creux et sans relief, ce qui nous indique qu'il est temps de remécher notre archer. Un reméchage coûte en moyenne 60 €. Personnellement, je remèche mon archer au moins 2 fois par an. Alors comme pour le changement de corde, c'est un budget. En fait, je fais tout en même temps, les changements de cordes et le reméchage. Comme ça, je galère un peu pendant quelques jours, le temps que les cordes et la mèche se fassent, parce que les cordes au début, elles sonnent très métalliques, et la mèche n'accroche pas, et il faut mettre de la colophane toutes les 5 minutes. Mais ensuite, je suis débarrassé pendant quelques mois, donc j'évite de faire ça la veille d'un concert. Je ne peux pas vous dire combien de temps les crins prendront pour adhérer aux cordes, car c'est fonction de notre durée de jeu et de notre façon de jouer. Contrairement aux cordes, qui se font même si l'on ne joue pas, tant qu'elles sont montées sur le violon, parce qu'elles ont juste besoin de se détendre, les crins n'ont pas besoin de se détendre. Par contre, ils ont besoin d'une couche de colophane protectrice. Et donc il faut
mettre une couche, jouer, remettre une couche, rejouer, remettre une couche. C'est un processus qui prend quand même pas mal d'heures. Certains violonistes enlèvent la colophane après chaque séance et personnellement je vois pas trop l'intérêt, sauf si on compte laisser l'archer de côté pendant longtemps. Contrairement aux cordes où il faut enlever la colophane, parce qu'en fait la colophane endommage les cordes mais protège les crins. Donc après chaque séance, je me contente d'enlever la colophane de la baguette, comme ça, avec un tissu microfibre, mais pas sur les crins. Concernant la colophane, il y a une grande variété de choix. Personnellement, je préfère une colophane noire, car elle adhère bien aux cordes. Si vous avez un budget restreint, mais vous voulez monter en gamme d'outils, je vous conseille de changer d'archet plutôt que de changer de violon. Les archets sont beaucoup plus accessibles au niveau du prix et feront une énorme différence dans votre sonorité. Je vais vous faire écouter les différentes sonorités que procurent 3 archets avec différents bois. Le premier archet qu'on va essayer, c'est un archet en pernambouc. Ensuite, on va voir avec un archet en bois d'abeille, à peu près de la même époque, début XXe siècle. On va voir un archet baroque en bois d'amourette. Là, c'est un moderne, hein, il a été fait, c'est une copie, c'est pas un original. Il n'en reste aucun en fait d'originaux. C'est assez différent comme style, du fait que la pointe est toute fine, et la hausse, en fait, la cambrure est totalement différente. Là, elle est droite, alors que pour les archers plus modernes, elle est courbe. Donc c'est vraiment un style différent. Là, la cambrure, en fait, ça se resserre au fur et à mesure qu'on va jusqu'à la pointe. Donc ça change totalement par rapport aux archers modernes, où là, c'est vraiment quelque chose qui monte et qui redescend. Donc c'est une cambrure inversée. Et si vous décidez d'acquérir plusieurs archers, songez qu'il faudra les stocker. Certaines boîtes ont 4 places, d'autres seulement 2. C'est à prendre en compte quand on achète une boîte de violon. Choisir le bon étui est important. Comment savoir où trouver la boîte la mieux adaptée? Et sur quels critères se baser pour choisir? Précédemment, nous parlions du choix du violon, du choix des cordes et du choix de l'archet. Et aujourd'hui, nous allons parler du choix de l'étui pour ranger tout cela. Car le choix de l'étui permet de protéger notre matériel tout en bénéficiant d'une boîte pratique à utiliser. Car il existe tellement de types d'étuis qu'on finit par ne plus savoir lequel choisir. Dans cette vidéo, nous allons donc voir 6 paramètres à considérer avant d'acheter. Le premier paramètre à prendre en compte, c'est tout d'abord le côté pratique. Je vous conseille de privilégier les boîtes avec de nombreux compartiments pour y ranger vos outillages. Métronome, colophane, coupe-ongles, crayon avec gomme, sourdine d'orchestre, ainsi qu'un petit outil que j'ai créé pour resserrer la mentonnière, la peau de chamois pour essuyer le violon après coup, et c'est quoi ça? Et notre barre, pour ceux qui jouent avec, et bien sûr notre violon et notre archet. Sans oublier nos partitions, et une photo de notre animal de compagnie si on en a un. Bref, pas mal de choses à ranger. Alors j'ai une boîte bas, mais le défaut c'est qu'elle ne contient pas beaucoup de compartiments pour ranger les choses. Ce qui fait que j'ai dû créer ce boîtier pour ranger toutes mes petites affaires. J'avais acheté cette boîte il y a presque 10 ans parce qu'elle répondait à l'un de mes besoins principaux, dont il est question au prochain point. C'est le poids, à ne pas négliger, surtout si on porte beaucoup notre violon. Trop lourd, c'est vite fatigant à transporter. Un peu comme une valise qui est déjà lourde, même vide. J'avais hésité avec un étui en bois car c'est beaucoup plus protecteur que les étuis en aluminium, mais le poids de la boîte m'avait refroidi. Car certains de ces étuis pèsent jusqu'à 4 kg vide. Quand on sait qu'un violon ne pèse que 400 grammes, et en plus après ça il faut rajouter nos partitions. L'un des autres défauts de cette boîte c'est qu'on ne peut pas y ranger de partitions, puisque c'est une boîte à la forme du violon. Et donc les partitions je les mets dans mon sac à dos, que je dois porter sur mon ventre si j'ai mon violon sur le dos. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte, savoir s'il y a des partitions qui rentrent dans la boîte. Et pour en revenir à la protection, c'est vrai que le bois est beaucoup plus protecteur au niveau des variations hygrométriques et au niveau des variations de la température par rapport à des matériaux synthétiques. C'est pourquoi j'ai rajouté la housse grise que vous avez vue, pour protéger justement ces changements. Ce qui nous conduit à la troisième chose à considérer, qui est la protection. Comme on le disait, le bois est plus protecteur au niveau des changements d'hygrométrie et des températures, mais en même temps, il est également plus protecteur au niveau des chocs. Parce que quand on se déplace beaucoup, que ce soit à pied, en vélo, en voiture, en métro, en train, en avion, en navette spatiale, eh bien il se peut que notre boîte soit cognée ou écrasée sous un sac que quelqu'un aurait posé dessus par inadvertance. Voire que notre boîte tombe pendant des chamboulements.
Et d'avoir une boîte qui résiste bien au choc est très rassurant. Sans parler de l'eau, s'il pleut, qu'il y a une averse et que nous n'avons pas emporté notre parapluie, il est également très rassurant de savoir que notre boîte est totalement hermétique. Et enfin, un aspect moins essentiel mais qui a son importance, c'est l'aspect visuel. Même si on ne veut pas que l'extérieur de notre boîte attire trop l'attention, une très belle boîte à l'intérieur sera très agréable pour nos yeux lorsque l'on sort ou que l'on range notre instrument. Et même si une petite boîte légère et pratique fera parfaitement bien l'affaire, une boîte exubérante et plutôt assez lourde sera beaucoup plus fiable et beaucoup plus durable sur le long terme. Et c'est quand même sympa d'avoir une jolie boîte très protectrice. Mais cela a un coût, ce qui nous conduit au 5e point. Notre budget, car il y en a pour tous les prix, allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Les boîtes Musafia, faites manuellement en Italie, sont parmi les plus prestigieuses et les plus belles boîtes au monde, et peuvent atteindre des sommes assez importantes pour une boîte de violon. Et si vous jouez sur un instrument d'exception, cet investissement peut valoir le coup, surtout que ce genre de boîte prenne de la valeur avec le temps. C'est décidé, dès que j'acquiers mon premier Stradivarius, j'en achète une. Et que vous jouiez du violon en amateur ou en professionnel, il est important d'avoir un étui qui vous convienne, surtout si vous êtes souvent en déplacement.